Bonjour à toutes et à tous. Alors hier on a sorti le premier épisode de la saison 10 de Noob et depuis plus d'une décennie qu'on fait Noob, en fait on n'a jamais eu de deuxième chaîne YouTube sur laquelle on pouvait s'exprimer un peu plus longuement, faire des retours d'expérience et tout ça. Maintenant qu'on l'a créé, je me dis pourquoi pas faire une vidéo en expliquant un petit peu ce que j'ai vécu hier, parce que comme tous les ans, depuis 10 ans, je lis vos retours à chaque épisode, notamment à chaque premier épisode de saison. J'étudie aussi, j'essaie de voir dans quelle mesure je peux répondre sur Internet, mais c'est compliqué de répondre à tout le monde. Et puis je pense que vous, ça peut vous intéresser de savoir quelle est la portée de vos messages, de vos réflexions sur le processus créatif. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce qu'il y a un impact? Oui, non. Et puis au-delà de ça, on va parler un petit peu du lore du monde d'Olydri. Et peut-être plus généralement de comment on réfléchit une fiction, comment on essaye de créer un univers comme Noob, mais par le prisme des interactions que je peux avoir, parce qu'évidemment, j'ai toujours adoré le côté indé. Mais pourquoi j'aime le côté indé? Alors pour la liberté, le fait de tourner avec les copains, le fait de faire ce que je veux sans avoir de compte à rendre à un producteur ou quoi que ce soit, mais c'est aussi pour le côté interactif avec sa communauté. En général, quand on est plus pro, plus dans une haute sphère, qu'on a un plus gros débit en termes de visionnage, ou qu'on est sur des portails où il n'y a pas forcément la possibilité de commenter dessous, il y a moins ce lien, je pense, pour les vrais professionnels. Sur Netflix, on ne peut pas commenter sous la vidéo, par exemple. Donc le professionnel n'a pas forcément tous les retours qu'il veut, et je ne pense pas qu'il aura la foi d'aller sur tous les sites pour essayer de voir les discussions de tous les gens. Et donc moi j'aime bien ça, j'aime bien justement ces retours, ces interactions. Alors dans la mesure du possible évidemment, hein, c'est très difficile de suivre absolument tout, mais je trouve ça intéressant. Et donc hier on a sorti le premier épisode de la saison 10. Ouf, les retours sont globalement positifs. Dans cette vidéo, il va y avoir un effet loupe sur les commentaires de gens qui n'ont pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires, hein. Il y a 97,5% de gens qui ont aimé sur YouTube, par exemple. Donc bon, après on verra sur les prochains épisodes si les gens sont toujours là. C'est sûr que si les compteurs descendent d'un seul coup, c'est peut-être que les gens n'ont pas aimé, parce qu'il y a aussi la majorité silencieuse qu'il faut prendre en compte. La majorité silencieuse, elle ne s'exprime pas forcément. La seule manière qu'elle a de s'exprimer, c'est de se désintéresser d'un projet. Donc ça, rien n'est jamais gagné. Il y a toujours ce stress, hein, c'est est-ce que les gens seront encore là? Est-ce que, sans le savoir, j'ai déçu ou pas, machin. Mais là, je vais parler de ceux qui commentent. Donc, je vais faire un effet loupe sur ceux qui n'ont pas aimé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé en général? Qu'est-ce qui m'est revenu aux oreilles? La première chose, toute première, c'est il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas d'action, c'est nul, parce qu'il n'y a pas de combat. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, alors pas forcément que dans les premiers épisodes de saison, c'est quelque chose que j'ai dans tous les épisodes où il n'y a pas de combat. Ça, c'est systématique. Beaucoup de gens veulent que dans Noob, il y ait le moment boule de feu, le moment coup de poing, coup de pied, enfin voilà, etc. Évidemment, c'est un MMORPG, donc c'est normal de prendre en compte cet ingrédient qu'est le combat. Après, il faut aussi savoir que ça prend énormément de temps de faire un combat, et si je faisais tout le temps des combats, je banaliserais les combats, on n'est pas des cascadeurs, les effets spéciaux, c'est pas non plus des effets spéciaux de folie, hein, je suis tout seul derrière mon écran à les faire, donc si jamais à tous les épisodes il y avait la boule de feu, à tous les épisodes il y avait le truc comme ça, je pense que ça desservirait le projet. Et puis en plus, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi poser l'histoire. Noob, c'est une web-série, certes, mais c'est aussi avant tout un univers transmédia, avec 5 romans, avec les spin-offs de Neogicia, donc c'est 3 romans en plus, avec des light novels, avec 13 bandes dessinées, avec des mangas, etc. Donc si jamais il n'y avait pas d'histoire, si jamais c'était par exemple, voilà, Noob c'est l'histoire de mecs qui se connectent à un MMO et qui font des tournois, qui font des combats d'arène, etc. On peut faire une histoire comme ça, hein, mais c'est plus compliqué, parce qu'il faut tourner autour d'un seul thème, et c'est difficile, et ça serait peut-être moins amusant pour moi à faire, je pense. Donc, je peux comprendre cet argument. Après, c'est très difficile pour moi de le prendre en compte, parce que sur un épisode, c'est tout à fait normal que de temps en temps, il n'y ait pas de combat. Après, c'est un premier épisode de saison. C'est tout le temps pareil. Dans les premiers épisodes de saison, il y a plus de gens déçus que d'habitude. C'est systématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, je me posais la question parce que c'est depuis la saison 2 que c'est comme ça. À chaque premier épisode d'une saison, je lis les commentaires et je me dis oh, il y a beaucoup de gens quand même qui disent qu'ils sont déçus, que Noob c'est plus pour eux et qu'ils reviendront plus jamais, que machin, etc. Je me dis mais quand même, qu'est-ce que je fais mal? Enfin,
Et en fait, non, si on prend un pas de recul, parce que j'ai quand même pas mal discuté avec les gens qui étaient déçus, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, sur les premiers épisodes de saison, donc saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, saison 7, saison 8, saison 9, saison 10, et vous dire si j'ai l'habitude, c'est parce qu'en fait, dans un final de saison, on a construit toute une histoire, on est allé au bout de l'histoire, et généralement, ça finit en apothéose. Les épisodes sont plus longs, il y a du combat dans tous les sens, il y a quasiment tous les personnages qui interviennent, il y a le côté, voilà, enfin, on ferme les parenthèses de l'intrigue, enfin voilà, on monte en intensité, il y a les gros thèmes musicaux en fond et compagnie. Et donc en général, on se quitte à la fin d'une saison sur une impression de « Waouh, ça a été super sympa, j'ai passé un moment rigolo », parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste une web-série sur Internet faite par des amateurs, donc on va pas dire « J'ai passé c'était génial et tout », ça c'est pour Avenger au cinéma. Mais j'ai passé un moment agréable, c'est monté en épingle, je ne regrette pas d'avoir cliqué sur cet épisode. Et ensuite, il y a l'attente, parce qu'évidemment, il faut un délai de carence entre une saison et une autre. Et puis quand enfin l'épisode revient, la saison revient, les gens se disent « Bah oui, super, je vais revivre la même chose, etc. » Et puis, ouais, forcément, moi je dois reconstruire une nouvelle histoire, une nouvelle intrigue, où je dois repartir sur des bases solides. Et donc, je pose le décor. Et c'est pas toujours que je commence une saison avec des combats. La preuve, là, c'est d'ailleurs une scène, là, celle que je vous ai mis dans le premier épisode de la saison 10, qui aurait pu être une scène après, en épilogue du final de saison 9 en fait. C'est quelque chose qui aurait tout à fait pu être la toute dernière scène, après qu'Arthéon dise ah là là, comme au bon vieux temps et tout ça, et qu'ensuite il y a le générique. J'aurais pu mettre cette scène, ça collait parfaitement, c'est la suite immédiate. Donc c'est un peu un entre-deux, et ça lance une intrigue, et il y a aussi un facteur aggravant, on va y venir. Mais donc oui, ça parle. Et en plus ça parle en anglais, et il y a des sous-titres, donc ça déstabilise encore plus. Donc je comprends, là c'est un truc, je l'assume pleinement, je comprends que de temps en temps il y a des gens qui sont extrêmement déçus. Alors souvent il y a aussi la grande manie qui consiste à enterrer une saison entière, voire la série complète, sur un épisode qui ne plaît pas. Quand les gens sont déçus d'un premier épisode de saison, combien de fois j'ai lu « je regarderai plus jamais Noob, ça a totalement changé, c'est nul ». On va y revenir sur ça, parce que ça c'est intéressant aussi, parce qu'on parle du Shonen Spirit et du transhumanisme, et on va y revenir parce que je pense qu'il y a trop de monde qui l'ont peut-être pris au premier degré, ce qui est compréhensible, hein. Pour l'instant ça a été construit comme ça, puisque c'est présenté comme étant important pour les protagonistes, alors que pas tant que ça, et on l'a déjà fait en fait finalement. Cette ficelle a déjà été utilisée dans Noob, et je vais vous expliquer quand et comment. Mais tout ça pour dire que, voilà, souvent, si jamais un épisode n'est pas bien de suite, la saison entière sera nulle pour les gens. Et puis la plupart du temps, quand on m'accorde ma chance, il y a ceux qui sont déçus de la saison complète, hein, et ceux qui se disent « Ah ben non, en fait, finalement, c'était plutôt sympa, je comprends mieux pourquoi il a fait ça maintenant », ou alors « J'ai pas trop aimé ce passage, mais après, il y a des trucs où j'y trouve mon compte. Hein. » Il y a tous les arguments possibles, mais en général, c'est très difficile pour un spectateur de lui demander de prendre l'œuvre dans son ensemble. Alors c'est difficile de lui demander de prendre une saison dans son ensemble, et de se dire « Attention, c'est la première brique, là, j'ai pas fini mon mur. » Mais c'est encore plus difficile de dire « Attention, ça s'inscrit dans le cycle 3 de Noob. Donc il y a encore du contenu, hein. Il y a une saison complète et un film qui arrive, donc laissez-moi le temps de finir mon histoire. » Bon, ça c'est très difficile de demander, donc je comprends tout à fait, mais c'est difficile aussi, beaucoup de choses difficiles, c'est difficile aussi pour moi de prendre en compte ce genre d'argument du c'est nul parce que c'est pas comme je voulais, il n'y a pas d'action, ou alors l'intrigue n'est pas telle que j'espérais, donc du coup toute la saison sera nulle. Parce que forcément, moi je suis un peu à la barre du navire. Si quelqu'un me dit non, on va pas là, moi je vois pas d'île à l'horizon, donc va pas dans cette direction, va plutôt là-bas. Mais si moi je sais sur la carte qu'au loin il va y avoir une île paradisiaque par exemple, quelle belle métaphore, mais du coup je garde mon cap. Et au bout d'un moment, on va la voir cette île, et puis on va même accoster. Bon, je suis obligé de faire ça pour tenir, on va dire, mon histoire. Parce que évidemment, je l'ai pensé en 3 actes, mon histoire. Premier acte, c'était la saison 9. Deuxième acte, on y vient avec la saison 10. Troisième acte, ça va être le film, donc l'année prochaine. Ce qui nous amène à un autre ingrédient. Je savais que les débuts de saison, c'est souvent compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui aggrave les choses, et que je peux tout à fait comprendre dans les messages ? C'est qu'en plus de ça, on a des guests. Alors, on a un guest qui commence à être quand même reconnu comme étant un membre de l'équipe, c'est Pierre-Alain de Garrigues,
qui fait un super méchant, et donc qui s'est très très bien adapté à l'univers noob, etc. Donc je pense que Pierre-Alain Garrigue, ça n'a pas dérouté grand monde. Les gens maintenant, ils ont l'habitude de le voir, Edmond Score, il intervient régulièrement dans la saison 9, c'est le nouveau grand méchant. Voilà, il y a eu Spectre à une époque, il y a eu, je sais pas, Sarah Alzar, etc. Ben là, il y a Edmond Score. Mais je pense que ce qui a beaucoup déstabilisé, c'est le fait qu'on ait des guests américains. Donc du coup, ça veut dire, ils parlent en anglais, donc ça veut dire sous-titres. Alors déjà, ça, on me l'a beaucoup reproché. Ouh là là, ça parle pas en français, je déteste les sous-titres. D'ailleurs, ça me fait un peu rire, parce qu'il y en a qui disaient, moi je déteste les séries en VO, du coup j'ai pas aimé cet épisode. Alors techniquement, Noob est une série française, donc la VO c'est quand on parle français en fait. Donc bon, c'était rigolo ça, je comprends ce qu'il a voulu dire. Mais je comprends aussi que beaucoup de gens n'aient pas trop aimé, non pas parce qu'il y a des acteurs américains, c'est parce que quitte à avoir des monuments comme ça, on a Pierre-Alain Garrigue qui a joué dans Le Grand Bleu, qui a fait des voix dans World of Warcraft, qui fait des voix dans League of Legends, qui est dans les Guignols de Canal+, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui quand même a un spectre vocal assez large, qui est comédien de doublage, comédien tout court, qui est un super artiste, qui est musicien, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et de notre côté, on a des acteurs connus et reconnus dans le monde entier. Parce que Abraham le pape, Abraham Benrubi et Corinne Nemec, c'est des acteurs qui ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de tenir les premiers rôles dans des séries qui ont eu des succès mondiaux. Alors certes, les plus jeunes ne connaissent pas forcément des stars des années 90. Donc arriver sur Noob, saison 10, et en plus avoir en avant des stars des années 90, ça fait beaucoup encaisser. C'est plus Noob pour ces gens-là. Ils se disent, attendez, Omegazelle, et Gaïa, ils sont en arrière-plan. Comment ça se fait? C'est qui ces gens-là? Je les connais pas, j'ai même pas la nostalgie de les avoir connus quand j'étais jeune, parce que justement, ce sont des gens qui n'ont pas connu Parker Lewis, qui n'ont pas connu Urgence, qui n'ont pas connu Stargate SG1, ou très peu, et qui se disent, c'est qui ces gens qui viennent occuper des premiers rôles là? Mais nous, c'est normal qu'on ait envie, parce qu'on les a une journée, 2 journées, ils sont venus des États-Unis jusqu'à Toulon, dans le sud de la France, pour tourner avec nous. C'est pas pour les mettre dans un coin et leur faire dire 3 phrases. C'est intéressant de développer un arc. En plus, moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que ça me permet de montrer la génération d'avant les MMORPG et de rigoler autour de Pong et des ancêtres de l'e-sport et tout ça. Je trouve ça plutôt fun, en fait. Et je peux comprendre que pour certains, ce soit peut-être plus drôle si je l'avais fait en roman ou en light novel, où là on a le temps de poser les histoires, etc. Peut-être que dans la web-série, les gens s'attendent plus à de l'humour spontané, comme à l'époque quand Sparadrap il arrivait, qu'ils envoyaient un sort sur une créature au hasard, que la créature leur fonçait dessus, qui tombait par terre, qui faisait « oh désolé », machin. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent que dans la web-série, ce soit plus ce genre d'humour, de l'humour premier degré, un peu cabotin, un peu clown, c'est « ah là là, attention, il y a des pièges, vite, courons, courons », et puis ça part dans tous les sens. Bon, là, c'est une autre forme d'humour. Ça ne sera pas tout le temps comme ça. On va revenir à de l'humour premier degré, etc. Mais de temps en temps, il faut changer un petit peu. On va y venir après. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que des gens soient déroutés en se disant attendez, moi, je suis là pour voir les héros de Noob. Comment ça se fait que les héros soient en arrière-plan? Parce que, alors évidemment, il y a ceux qui sont là à dire ça y est, c'est fini, Gaïa, Omegazelle, les héros de Noob sont devenus des personnages figurants, c'est bon, je ne regarderai plus jamais Noob, etc. J'en ai vu des commentaires comme ça. Les gars, ça dure un épisode, le prochain épisode, on revient, encore que non, épisode 2 et 3, il n'y a pas Gaïa et Omegazelle, c'est Istos et Fantôme. On a le retour d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais que beaucoup de gens aimaient bien. On a Précieux, on a... Enfin, voilà, mais l'épisode 4, ils reviendront, les personnages principaux. C'est comme quand j'ai fait l'épisode spécial Noël, et qu'il y a eu ce crossover avec Warp Zone. Ceux qui ne regardaient pas Warp Zone, qui ne connaissaient pas Warp Zone, ils ont dit que c'était le pire épisode de tous les temps, que c'était nul, qu'on mélangeait tout, que machin. Dès qu'on sort un petit peu, c'est normal qu'il y ait des levées de boucliers, c'est naturel. Les professionnels l'ont, il n'y a pas de raison que nous on l'ait pas. Donc là, vraiment, voilà, il y a des stars américaines qui sont venues jouer. Je peux comprendre ceux qui n'ont pas du tout adhéré à ce genre de choses. Alors, il y a des gens, et ça c'est un mystère en fait pour moi, des gens qui disent que ah là là, c'est super mal joué, etc. Alors, je trouve ça assez phénoménal parce que c'est notre truc à nous, cette critique. Normalement, il y a une marque déposée. Les noobs jouent mal. Là, on fait venir des acteurs qui sont quand même des acteurs de fou, qui jouent de la manière dont ils ont voulu. C'est ça le truc, c'est que moi, je leur ai rien imposé. J'ai écrit le script et ils m'ont proposé une manière de jouer. Et
Et il y en a certains, parce qu'ils sont un peu dérangés par cette manière de jouer, qui ont dit c'est la pire des choses, c'est insupportable, machin, etc. Machin, enfin, oui, bon, si vous voulez, mais c'est pas que c'est insupportable, c'est qu'il y a un parti pris qui ne plaît pas, mais c'est pas ça mal joué. Je suis désolé, mal joué, c'est oh, allons là-bas et allons sauver la princesse. Voilà, ça c'est mal joué. Un parti pris, le fait de faire de cabotiner, le fait de faire du clown, c'est comme si jamais, en fait, je pense que si jamais on avait pris cette manière de jouer et qu'on l'avait mis dans un dessin animé, c'est-à-dire que s'il avait été comédien de doublage pour un personnage de dessin animé ou une cinématique de jeu vidéo, ça passait nickel. Là, le fait que ce soit une série live, les gens se disent, ils jouent comme dans un dessin animé, mais un peu différemment des noobs, parce que je pense que nous, les gens sont un petit peu habitués depuis à notre manière de jouer. Oui, on joue mal, mais c'est nous, c'est notre identité. Et quand je dis on joue mal, oui, on n'est pas professionnel, mais comme je disais, c'est pas ça mal jouer. Moi, j'ai vu des gens qui jouaient mal, et quand on leur fait dire une phrase, il n'y a rien qui va. Même la manière de respirer, ils le font mal. Enfin, tu vois, c'est pas ça. Il y a un parti pris. Nous, on a toujours dit, noob, ce sont des joueurs sur un serveur roleplay, qui ne sont pas des comédiens, et qui doivent jouer un petit peu la comédie. Après, il y a aussi un autre parti pris, c'est du dessin animé, un petit peu noob. C'est comme un animé japonais, on joue de manière un peu exubérante, et on le fait dans une série live. Donc s'il y a un côté qui détonne ou qui dénote, je ne sais plus comment on dit, enfin il y a un truc qui ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouh, c'est pas comme ça que moi je vois les gens jouer, les professionnels, etc. » Donc ça me surprend. Donc voir un vrai professionnel qui s'adapte à notre manière de faire et qui du coup va cabotiner à mort son rôle. Et moi, il me faisait penser un petit peu à Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, par exemple, le côté... Et moi, j'aime bien. Moi, c'était exactement... Enfin, ce personnage-là, il sera parfait dans la bande dessinée, il sera parfait en light novel. Si un jour, on fait, je sais pas, pour X raison, un dessin animé, tout ça, il sera génial, ce personnage. Mais là, il y a des gens, je pense, qui n'adhèrent pas à ce parti pris. Et souvent, et ça je l'ai remarqué, c'est que les gens qui sont le plus virulents sur la manière de jouer, soit des guests, soit des acteurs de noob, sont des gens qui viennent voir par curiosité en se disant « bah tiens, ils ont réussi à avoir des acteurs américains, voyons voir ça ». Ils y vont, mais ils ne sont pas du tout préparés à avoir cette manière de faire. Donc autant notre communauté, en général, se dit « ah c'est rigolo », rentre dans le délire, autant il y en a d'autres qui sont là, qui regardent un peu de haut et qui disent « oh là là ». Limite, même les acteurs pros, ils arrivent à les faire mal jouer, les mecs et tout. Non, c'est des gens qui jouent très bien, il faut arrêter les conneries. C'est des gens qui ont une manière de jouer un petit peu cartoon, qui ont fait un petit peu ce qu'on appelle du clown. Et on adhère ou on n'adhère pas, ça passe ou ça casse dans cette manière de faire, mais dans Noob, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est parfait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans la première fois qu'il est apparu, Corinne Nemec, il a joué un peu plus comme dans une vraie série. Et là, les gens ils disent « ah c'est nul, il joue pas du tout comme les autres acteurs, machin », enfin, quelques-uns, hein, là je parle de 10 messages à tout péter, mais voilà, ces messages-là, ils m'avaient surpris, je me disais « attendez, là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces gens soient contents en fait ?» Alors nous, on joue pas bien, on essaye de progresser, on fait des lectures, on essaye de se faire accompagner par des gens comme Pierre-Alain Garrigue qui nous aident un petit peu, pas à devenir professionnel, c'est un métier, c'est pas le nôtre, on n'a pas envie en plus d'être professionnel. Si on avait envie d'être acteur pro, ça se saurait, on ferait des castings et tout, on n'a rien à foutre. Mais on essaye de faire les choses bien, en fait. Et on se dit, il y a quand même des gens qui nous disent « ah, c'est toujours aussi nul, c'est toujours aussi nul ». Ok, oui, on n'est pas pro, on la prend cette critique, il n'y a pas de problème, et en plus on a un parti pris qui est bizarre. Puis là, on fait venir des acteurs pros, et là, ils jouent pas bien et tout ça. Je dis, mais quand même, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, après, j'ai vu The Witcher, enfin j'ai vu les critiques de The Witcher, et il y a plein de gens qui disaient ça joue trop mal, c'est nul et tout, et donc du coup j'ai fait ouais, en fait, ok, je pense que quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura toujours quelques gars pour dire que c'est nul, c'est pourri, etc. Donc du coup, celle-là de critique, j'ai essayé vraiment de la comprendre, voilà comment je l'ai compris. Ce que je viens de dire sur le fait que ce sont des acteurs professionnels qui jouent d'une manière un peu clownesque, alors pas comme Georges Clooney, hein, clownesque, qui cabotine, et donc du coup ça fait un côté un petit peu étrange qui, pour certaines personnes qui ont l'habitude de voir jouer comme dans un vrai film ou une vraie série, trouvent ça bizarre. Et il y a le problème du rythme aussi. Ça c'est un truc que je peux vous dire en tant que réalisateur, c'est que nous, en tant qu'acteurs de noob,
on n'est pas capable de réciter tout un épisode complet, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? Comment j'ai fait pour pallier ce handicap? Ben, je fais une réalisation nerveuse. Déjà, j'écris en fonction de chaque personne. Donc, quand quelqu'un n'arrive pas trop à retenir de longues phrases, ou a du mal à doser, à occuper l'espace, etc., j'ai tendance à lui faire des phrases plus courtes, plus percutantes. Donc du coup, on va avoir « Hey, salut, tu viens voir, machin ?»« Ouais, d'accord, machin ». Et à chaque fois, c'est une réalisation un peu rapide. Du coup, l'œil est toujours occupé. L'idée, c'est de cacher le fait que on n'est pas forcément très bon dans certains domaines. Oui, on ne joue pas très très bien, mais on a notre identité. Mais comme on ne joue pas très très bien, je ne vais pas demander à mes acteurs de faire des tirades de 3 minutes. C'est débile. Donc je vais faire des phrases très rapides et une réalisation punchy. Comme ça, le spectateur est toujours occupé. Il y a toujours un son, une musique, un plan qui change, une phrase courte, et puis les mecs ils s'échangent les paroles. Et puis quand j'ai des acteurs qui sont moins à l'aise que d'autres, ben, j'essaye de faire en sorte que ce soit un acteur qui n'est pas super à l'aise, qui parle, et juste après il y a un acteur plus à l'aise qui va répondre. Du coup, on n'est pas tout le temps dans un dialogue dans lequel on est décroché parce qu'on n'y croit pas en fait. Donc j'essaye voilà, de faire ce genre de choses. Avec les acteurs américains, ils sont capables de réciter tout l'épisode. Quand je dis américain, professionnel en fait, pardon, parce que Pierre Alain c'est pareil. Ils sont capables de faire tout l'épisode. Donc si j'ai envie, je pose ma caméra et ils font du théâtre et ils te font tout l'épisode. Il n'y a pas de problème. Donc le problème de cette technique-là, c'est qu'ils ne vont pas te faire 2 fois la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont te refaire 2 fois la scène, mais il y a quelques phrases qui changent, il y a une gestuelle qui change, les positions changent, voilà. Donc c'est très difficile pour moi de leur dire « Allez-y, tournez ». Je vais faire mon premier angle, retourner, je vais faire mon deuxième angle, retourner, je vais faire mon troisième angle, et ensuite faire un montage plutôt rapide. Parce que le problème, c'est qu'ils ne vont pas faire exactement la même chose. Donc, du coup, comme on est limité dans le temps, parce que ce sont des gens qui sont là que pour une après-midi, et que si jamais je ne finis pas la scène, tout a servi à rien, ce qui est totalement dommage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je manque de matériel aussi, ça c'est un point important, c'est-à-dire que les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir une caméra en zoom sur le visage de l'un, en zoom sur le visage de l'autre, en zoom sur le visage de l'autre encore, un plan d'ensemble, et puis un plan intermédiaire, et puis donc les acteurs jouent, font leur scène, et ensuite le monteur il va dire, bon voilà, je fais mon découpage, plan serré, plan machin, etc. Mais c'est la même scène en fait, qui a été filmée sous plusieurs angles. Moi, je n'ai pas cette possibilité-là, je n'ai pas le matos qui me permet de faire ça. Donc du coup, j'ai été un petit peu limité par cette technique, c'est très compliqué. Donc oui, ça, je pense que c'est un point qui joue beaucoup, c'est le fait qu'il n'y a pas cette réalisation punchy qui fait que du coup, je passe à un plan, à un autre, machin, etc. Voilà, je pense que ça, effectivement, ça a pu en dérouter certains, c'est un truc qui est un peu différent de l'esprit noob habituel, et ça a peut-être aussi joué sur cet avis à propos du jeu d'acteur, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai essayé d'analyser. Après, voilà, bon, globalement, là, objectivement, j'ai aucun regret. Hein. J'ai des acteurs américains qui sont venus, on a passé une super journée. L'univers s'enrichit de personnalités quand même, c'est pas n'importe quelle personnalité. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien, la collaboration entre Phileas et Tom Pix. Donc voilà ce que je peux dire sur ces phrases que j'ai eues sur le jeu d'acteur. Bon, attention, après voilà, c'est toujours pareil, c'est une vidéo dans laquelle je vais faire un zoom sur les quelques répliques, les quelques phrases que j'ai vues en ce sens. La majorité des messages que j'ai lus, les gens ont trouvé ça rigolo, ça dépend des générations, mais ceux qui ont connu Parker Lewis, ça leur a fait un petit peu de nostalgie, etc. Quand on me dit que le transhumanisme et le shonen spirit, c'est pas du tout noob, et que ça n'a rien à voir, moi je réponds à ces gens-là, est-ce que c'est plus débile qu'un match de tennis avec quelqu'un qui sort une raquette géante d'on ne sait où, et l'autre qui va faire des services tellement puissants qu'il perd 1 année d'espérance de vie en utilisant sa technique? Parce que ça, c'est le début de la saison 6, donc c'était il y a longtemps, c'était il y a 4-5 ans. Donc ce côté un petit peu manga, débile, etc., on l'a toujours eu. Maître Zen, je suis désolé, mais son histoire, elle est totalement frappadingue. Le mec, il est enfermé en prison parce qu'il a jeté un écran par-dessus sa fenêtre, ça a tué une vieille dame. Il est en prison, mais il s'est enfui en creusant un mur avec une petite cuillère. Et il est retourné dans le jeu pour récupérer sa guilde. Et comme il n'a pas eu, il essaye une machination pas possible avec Phantom qui est cheaté, qui sort la vidéo, etc. Enfin, cette histoire, elle est totalement débile aussi. Elle n'est pas plus intelligente. Et je pense que
pour l'instant, et ça c'est ma part de responsabilité, comme je disais, c'est que pour l'instant, le shonen spirit et le transhumanisme sont peut-être trop premier degré dans la série, et on va très vite finalement se rendre compte que c'est secondaire. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils sont forts. Voilà, pourquoi ils sont forts. Parce qu'il y en a certains, ils sont dopés. Voilà, mais dans le véritable e-sport, il y a eu des histoires de dopage. Alors, c'est pas forcément du transhumanisme. Le transhumanisme, ça existe aussi. J'ai rien inventé. Mais je pense pas que dans l'e-sport, on en soit encore là. Mais il y en a déjà du transhumanisme. Améliorer les capacités humaines avec la technologie, c'est le sujet actuel le plus répandu. Et puis un jour, il y aura peut-être même les IA et compagnie. Mais c'est très répandu comme sujet. Alors, comment il faut le prendre, le transhumanisme? C'est juste des mecs qui sont dopés. Et c'est quoi leur super pouvoir? C'est que quand ils utilisent le cooldown, c'est-à-dire que quand ils n'utilisent pas leurs armes, ils arrivent à taper super vite. Et comment on part cette attaque-là? Avec une super défense. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et le shonen spirit, c'est quoi? C'est des mecs qui se serrent les coudes. C'est des gens qui disent moi, je sais pourquoi je me bats, je vais avoir ce supplément d'âme et tout ça. Mais concrètement, dans le jeu, ça ne crée pas forcément comment dire, il n'y a pas de changement d'algorithme parce que le mec il décide qu'il va gagner, l'algorithme ne se met pas à changer d'un seul coup. Ou c'est pas parce que le mec avec son shonen spirit, avec son transhumanisme, il est dopé que d'un seul coup il va être plus fort avec son épée. Non, c'est juste qu'il tape très vite parce que c'est comme un jeu de combat. Si vous avez quelqu'un qui est plus rapide que vous dans un jeu de combat, vous vous faites défoncer. Parce que le mec il va se baisser, il va sauter, il va taper, il va machin, etc. Et vous avez un temps de retard et vous êtes dépassé et vous vous faites battre. Donc en soi, c'est pas plus que ça. Et les gens qui me disent oui, mais voilà, c'est de la science-fiction, c'est nul, etc. Moi, je leur dis, mais attendez, mais Spectre, vous vous souvenez de Spectre, son pouvoir, pourquoi il était si fort? Il souffrait d'un déficit d'inhibition latente. C'est une maladie. Ceux qui connaissent Prison Break, Scofield, il souffre d'un déficit d'inhibition latente. Du coup, le mec, il se fait tatouer les plans d'une prison sur le dos, même tout le corps. Et puis, qu'est-ce que c'est le déficit d'inhibition latente? C'est que quand vous regardez un objet, vous êtes incapable d'effacer de votre mémoire les détails de cet objet. Vous l'appréhendez dans son ensemble. C'est-à-dire que si demain, Spectre il regarde une ampoule, il va imaginer l'électricité qui circule, le filament qui s'embrase, la variation de température, enfin, il va prendre tout ça en compte en fait. Et du coup, c'est pour ça que Spectre a 15 coups d'avance, c'est pour ça qu'il arrive à affronter Phantom et Amaras en même temps. C'est parce que c'est un monstre ce gars, c'est qu'il y a un truc spécifique qui fait qu'il est ultra fort. Et limite, c'est même plus balèze que le transhumanisme, parce que le transhumanisme, c'est uniquement quand ils n'ont pas leurs armes qui sont plus rapides. Donc du coup, le transhumanisme, c'est pas beaucoup plus puissant que Spectre. Spectre est comme je disais, c'est un monstre. Et c'était plus fou encore, l'histoire de Spectre, que cette histoire-là. Et le Shonen Spirit, c'est l'esprit d'équipe d'Arthéon. Alors, le truc, c'est que moi j'ai une vision d'ensemble, donc je dédramatise vachement. Je peux comprendre qu'à ce stade, il y en ait plein qui se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être après? C'est totalement débile, on se retrouve avec une histoire sans queue ni tête, avec des super pouvoirs et tout ça. » Non, c'est pas ça. Quel est leur point fort? Et moi, comme j'ai une vision d'ensemble des 3 saisons, je sais très bien qu'après, quand il y aura les combats, une fois que vous avez compris qu'il y en a certains qui, avec le transhumanisme, quand ils enlèvent leurs armes, ils sont plus rapides, et que les autres, ils vont pas lâcher l'affaire parce qu'ils vont se serrer les coudes et qu'ils vont essayer de développer leur esprit d'équipe, concrètement, ça change rien au système de combat. Hein. Ça va pas, ils vont pas hacker le jeu par leur pensée. Un cataclysme restera un cataclysme, une boule de feu restera une boule de feu, si le mec il se fait pas healer, il meurt de la même manière. Donc voilà. Après, voilà, il y a ce côté humoristique qui fait qu'on en fait des caisses, qui fait qu'on a des gens complètement frappadingues qui sont là avec une espèce de science sur le Shonen Spirit comme si c'était une secte. Arthéon aurait pu tout à fait être un personnage qui aurait pu être le vecteur du Shonen Spirit, parce qu'il parle de l'esprit d'équipe depuis la première saison. Donc, qu'on l'appelle esprit d'équipe ou Shonen Spirit, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un, il est totalement à fond, il est totalement... c'est presque une secte, c'est presque comme, je sais pas moi, de la méditation, etc. Enfin, il est un peu... il s'y croit à fond, en fait. C'est ça qui me fait rire. Et le truc, c'est que je pense que quand vous aurez vu le cycle complet, vous vous direz, ok, voilà, le Shonen Spirit et le transhumanisme, ça n'a pas d'impact, finalement. C'est juste pourquoi est-ce qu'ils sont un peu plus forts dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là. Mais concrètement, voilà, c'est pas... Par contre, oui, le fait qu'Edmond Score soit un tricheur et qu'il aille dans le dark web, sur le dark web pour aller chercher des hackers,
Ça, c'est une vraie menace. Ça, c'est une vraie menace. Là, pour le coup, il change l'algorithme. Il a piraté le truc. Ça, c'est problématique. Mais bon, il y aura une solution aussi à ça. Il va y avoir, on va dire, tout un arc scénaristique qui va se mettre en place par rapport à ce qu'a fait Famous. Et donc là, on va revenir avec les rerolls sur quelque chose d'un peu plus normal, dans le sens où on va revenir au bas niveau. Comment des joueurs qui sont en HL depuis des années et des années vont vivre un retour au bas niveau. Quelqu'un qui a tellement l'habitude d'être haut la main, d'encaisser, d'avoir tous les pouvoirs à disposition, les meilleurs stuff et tout ça, comment ils vont réagir, tous ces gens-là, quand ils seront face à un sans-âme tout pourri, sans stuff, sans rien, etc. Il y a moyen de rigoler. Combien de séries professionnelles, au bout de 10 saisons, ont la même audience que pour les premières saisons? J'ai jamais vu ça. C'est très rare qu'une saison, au fur et à mesure, une série au fur et à mesure des saisons augmente le nombre de spectateurs. C'est très rare, très très rare. Il y a très peu d'exemples. En général, il y a un turnover, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de gens qui regardent au fil des saisons. Et là, ça fait plus d'une décennie. Mais pourquoi il y a de moins en moins de gens qui regardent? Parce que déjà, quand on est un créatif, à un moment donné, on ne peut pas tourner en rond. On fait des choix, on essaye de changer un peu les choses. Là, j'ai parlé un peu d'e-sport. Tous ceux qui n'aiment pas l'e-sport, ils me le reprochent. Il y a le côté un peu fantastique, transhumanisme et tout ça, c'est un peu le même délire que, comme je disais, les services qui font perdre 1 an d'espérance de vie pendant un match de tennis, ou le déficit d'inhibition latente de Spectre qui fait qu'il a 15 coups d'avance. Voilà, il y a un ingrédient qui peut-être pour l'instant n'est pas encore assimilé. Et puis c'est vrai, il y en a qui disaient, mais si encore c'était en toile de fond, ça irait, mais là vous avez fait un épisode complet là-dessus, les mecs ils en parlent et tout ça, c'est trop sur le devant de la scène, alors que, ok, je peux comprendre, mais globalement, au fur et à mesure que la saison va avancer, il y a une morale à tout ça, et ça n'aura pas trop d'impact. Donc je pense que là, la solution est déjà sur les rails. Mais 10 saisons, c'est normal qu'il y ait des gens qui se disent, noob, j'ai plus trop envie de regarder, ça fait 10 ans que je regarde, moi j'aimais bien au début parce que il y avait Sparadrap, Gaïa, Omégazel, Arthéon, il y avait une petite équipe, et puis c'était mignon, et puis il y avait l'humour premier degré avec Sparadrap qui tombe par terre et qui fait comme ça, et puis qui fait j'ai soigné l'ennemi, etc. Oui, mais moi aussi ça me faisait rire, et moi aussi ça me manque aussi de temps en temps. J'aimerais bien de temps en temps que Freddy soit dispo et de pouvoir tourner ce genre de choses. Après il n'a plus trop le look de Sparadrap, hein. Là c'est plus, je le vois moins en tant que prêtre avec le look qu'il a maintenant. Je le vois plus avec un reroll guerrier. Je pense que s'il revient, ce sera plus avec son reroll guerrier, parce que là pour le coup il a la tête qui va, et ça pourrait être plutôt drôle. Et enfin, cet aparté étant dite, je comprends qu'après 10 saisons, il y a des gens qui s'en aillent, c'est naturel, c'est tout à fait sain en plus. Moi, j'adorais Walking Dead, c'est pas que j'aime plus, c'est que j'ai un peu perdu le fil, et puis là, je crois que j'ai 5 saisons de retard, ou 4 saisons, je sais plus, je sais même plus à quelle saison ils sont. C'est normal, on perd le fil sur certains trucs, et puis certaines personnes qui étaient étudiantes à l'époque, ou lycéens, ou je sais pas ce que vous voulez, qui avaient du temps pour regarder ce genre de choses, aujourd'hui sont peut-être devenus parents et ont moins le temps de regarder Noob. C'est normal. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Il n'y avait pas HBO Max, il n'y avait pas Apple+, il n'y avait pas Disney+, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Il n'y avait même pas la fibre pour pirater des milliards de contenus de films, etc. Il n'y avait pas Avenger au cinéma, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc les gens avaient peut-être plus de temps maintenant entre les jeux AAA, entre les super séries qui sortent, avec les portails où vous vous abonnez pour regarder à volonté, le rythme des sorties des séries, le cinéma qui a totalement comblé le côté geek, etc. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait moins de gens pour regarder Noob. Moi, je suis content parce que les statistiques baissent pas trop. Ce qui veut dire qu'il y a un turnover. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en vont. Et quand ils s'en vont, souvent, ils essayent d'envoyer ce petit pic, genre, vous m'avez trahi, je vous aimais bien. Et bien là, du coup, maintenant, quand je regarde Noob, je suis blasé, j'ai plus les sentiments de l'époque et tout. Je vous en veux, voilà, en gros. Et puis avant de partir, pouf, un petit pic. Ou certains qui brûlent ce qu'ils ont jadis aimé, ça c'est un vieux classique. Ou d'autres qui sont juste tristes et qui me le disent. Et comme moi j'ai répondu hier, j'ai dit mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a plusieurs fins dans Noob. Il y a la fin à la saison 5, c'est une fin. Vous pouvez arrêter Noob à la saison 5, Fantôme il est là sur sa falaise, il fait son petit laïus sur les mondes virtuels et compagnie, ça peut être une conclusion. Il y a une autre fin après la trilogie.
Après la trilogie, les noobs se retrouvent, voilà, ils sont amis, ils joueront toujours ensemble, ils sont amis pour la vie, les boss sont vaincus et compagnie, ça peut être la fin de la série, on peut s'arrêter là. C'est pour ça que je fais des paliers, que je fais des cycles, c'est parce que j'ai conscience que les gens grandissent, que quelqu'un qui va regarder en tant que lycéen noob va pas avoir les mêmes yeux, je sais pas moi, à 20 ans qu'à 30 ans, ou à 30 ans qu'à 40 ans, parce que ça a plus de 10 ans noob, donc c'est normal. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens se disent pas ouais, mais je suis obligé d'aller jusqu'au bout parce que sinon j'aurais pas tout vu et je trahis un peu mon adolescence ou ma nostalgie de l'époque. Non, tu peux choisir la fin que tu veux sur Noob. Et pour autant, il y a un turnover, parce que là, il y a le jeu vidéo qui arrive. Le jeu vidéo, bah, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent du coup à l'univers de Noob, qui se disent ah bah c'est rigolo, Noob, ouais, c'est une web série, les premières saisons sont même pas en HD, c'est un truc de vieux. Mais bon, il y a un jeu vidéo, c'est français, c'est rigolo, et puis il y a des mangas, et puis il y a des bandes dessinées, et puis il y a des romans, et puis il y a tout ça. Et donc du coup, c'est quand même rigolo parce que c'est transmédia, ça m'intéresse. Donc du coup, il y a des gens qui regardent Noob pour toute autre chose que la web série. Et c'est pas pour rien que j'ai fait les light novels aussi, parce que la web série est un contenu qui vieillit. Techniquement, les premières saisons vieillissent, le son n'est pas le même, j'avais pas la perche avant l'épisode 10 par exemple, donc j'avais pas de perche. Donc je tournais le plan, je me rapprochais la caméra, et ensuite l'acteur redisait sa phrase et je faisais de la post-synchro à peu près. Voilà, aujourd'hui, les gens n'accepteraient plus ce genre de choses. Donc allez dire à quelqu'un, regarde le premier épisode de la saison 1 de Noob et tu verras, c'est sympa. Vous avez sur 100 personnes qui regardent, vous en avez 95 qui vont pas aller au-delà d'épisode 1 ou 2 et qui vont jamais accorder leur chance aux autres épisodes, c'est normal. En plus, l'époque web-série est plus là, donc il n'y a plus une émulation. On est un peu seul, et généralement, c'est pas bon signe quand on est seul. Donc le truc, c'est que, voilà, je trouve ça plutôt sain, je trouve ça plutôt bien aussi. Peut-être que la web-série va s'arrêter après le film, peut-être que... Mais Noob s'arrêtera pas. C'est-à-dire que peut-être que la web-série arrive au bout, j'en sais rien. Après, je suis pas trop inquiet, parce que la web-série, c'est un truc que je fais avec mes copains. Je peux tourner la web-série avec 0 € et juste avec du temps libre en fait. Donc on peut tout à fait faire la web-série pour 20 personnes, c'est pas un problème, on a besoin de rien. Souvent les gens disent, c'est quand même beau que vous soyez encore là après 10 saisons. On fait oui, pour la trilogie on a eu un budget, c'était génial. Mais concrètement, saison 9 et 10, on doit rien à personne. On a fait les saisons avec 0 €, avec notre temps libre, à côté de notre vrai métier et tout ça. C'est facile à ce compte-là, hein. On peut être là pendant 30 saisons. Hein. Tant que j'accorderai du temps, alors c'est de plus en plus difficile pour moi, hein, je vous le cache pas, c'est de plus en plus difficile d'accorder du temps, je suis devenu papa, c'est très difficile de continuer à écrire du contenu, à être auteur et compagnie, surtout par les temps qui courent, vous avez vu un peu les évolutions, être auteur c'est super chaud, donc est-ce que dans 2 ans, 3 ans, je ne serai pas obligé d'arrêter la série Noob et d'aller trouver un métier autre, alors c'est toujours un truc geek, hein, je serais peut-être dans une société conseiller en transmédia, spécialisé dans des crowdfunding, après tout c'est mon domaine ça. Peut-être que je serai auteur pour une autre licence que les miennes, j'en sais rien, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais si jamais ça continue comme ça, je peux tout à fait être là pendant encore 10 saisons, c'est facile, c'est facile. On n'a pas vraiment de mérite d'être encore là. Par contre, on a du mérite d'avoir encore des vues. Ça, c'est cool. Et d'avoir encore des gens qui viennent nous voir en salon. Des fois, il y a des youtubeurs, ils ont 1 million d'abonnés, ils n'ont pas forcément plus de monde que nous en salon. C'est ça qui est intéressant. Nous, on ressemble un peu à Nullbuck. Nullbuck, ils n'ont pas vraiment d'espace sur Internet. Ils n'ont pas un gros espace sur lequel ils communiquent. Ils n'ont pas une grosse chaîne YouTube. Ils n'ont pas un gros Twitter. Ils n'ont pas un gros Facebook. John, il a un site par contre qui est là depuis Mathusalem, hein, qui est là depuis 2000, mais en dehors de cet espace-là, il n'a jamais vraiment construit un écosystème sur les réseaux sociaux et tout ça. Et pourtant, Nullbuck, c'est une des plus grosses communautés de France. C'est un truc gigantesque. Et c'est 10 fois plus solide que certains youtubeurs qui ont 2 millions d'abonnés. Parce qu'il y a certains youtubeurs qui ont 2 millions d'abonnés parce qu'ils font rire les gens, parce qu'ils les amusent. Imaginez un jour, ce youtubeur, il se dit « Voilà, cette émission, je l'arrête, maintenant je tente autre chose. » Mais je suis persuadé que la communauté ne le suit pas. Il y en aura qui le suivront, parce qu'évidemment, il y a des gens qui apprécient le storytelling, qui apprécient l'homme ou la fille. Mais
souvent, sur Internet, on est là parce qu'on occupe une case et parce qu'on amuse des gens dans cette case et que c'est rigolo. Et si on sort de cette case, on peut très vite, même si on a 2 millions d'abonnés, on peut très vite déchanter et très vite se retrouver avec une pression énorme à chaque fois qu'on sort un truc qui est différent. Moi, je pense qu'Antoine Daniel a dû subir un peu ce genre de choses. C'est « Ah, What the Cut, c'est génial, tu as des millions d'abonnés pour What the Cut. Par contre, si tu sors de What the Cut, alors oui, il a toujours beaucoup de vues. Je crois qu'il a fait une série audio, il me semble. Toujours beaucoup de vues. Mais je pense qu'il doit se farcir un nombre de messages qui doivent le renvoyer à What the Cut encore et encore et encore. Je crois aussi que Mathieu Sommet, avec Salut les Geeks, il y a beaucoup de gens qui, parce que je l'ai regardé la série de Mathieu Sommet qu'il a fait, là, la fiction, parce que je trouvais ça intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui ont dû le renvoyer à Salut les Geeks, Salut les Geeks, Salut les Geeks. Et je pense que c'est très dur pour un créatif d'être tout le temps renvoyé à ce qu'il a fait et le fait de, si tu fais pas ça, attention, tu vois, fais ça, là tu nous amuses, là c'est bon, là c'est ta place, mais si tu fais autre chose, attention, gare à toi. J'ai vécu un peu ça quand j'ai fait Warp Zone. Je me souviens, il y avait même eu une lettre ouverte qui m'expliquait pourquoi je commettais la pire erreur de ma vie de ne plus, en gros, faire Noob et de faire Warp Zone, que c'était une erreur monumentale, etc., etc. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de me demander Warp Zone. Les gens ils veulent que j'arrête Noob et que je fasse Warp Zone, je l'entends, mais plein de fois. Donc, il y a une pression qui existe, il y a une pression qui est énorme, et cette pression, on peut même l'avoir dans un contenu, et même si vous faites ce contenu-là. C'est mon dernier exemple, c'est-à-dire qu'avec Noob, les gens étaient habitués à voir des épisodes courts, format web-série, très axés monde réel, jeu, humour, premier degré, machin, etc. Et puis quand j'ai fait la trilogie, je suis passé au format long métrage. Et puis il y avait un peu plus de lore de l'univers, il y avait un peu plus de background. Et alors ça, mais je me suis fait démonter. Vous imaginez pas, c'est-à-dire que là, ce dont je vous parle sur les saisons 9 et 10, c'est un long fleuve tranquille. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'embêtent. Voilà, j'ai pas une grosse pression. Oui, il y a des gens qui disent « Ah, je suis un spirit ceci, ah, le transhumanisme cela, ah, j'aime pas l'e-sport ». Enfin, il y a des choix dans l'histoire qui ne plaisent pas à certaines personnes. Et c'est normal, on en discute, c'est ça qui est rigolo. Je suis le premier, moi, à discuter des choix des professionnels dans les séries pro et dire « Oh là là, moi j'aurais pas fait ça, oh là, ça j'ai pas aimé, machin, etc. » Bon, je vais pas forcément commenter sur Internet et je vais pas essayer de le dire aux créateurs, etc. Mais je fais partie de la majorité silencieuse, mais entre copains, je suis le premier à discuter de ça. Donc je comprends tout à fait ce genre d'approche. Mais par contre, dans la trilogie Noob, sur la trilogie Noob, mais je me suis fait démonter. Mais je ne sais pas si vous imaginez, des messages d'une virulence assez énorme et des pavés, des gens qui essayaient de m'expliquer pourquoi je faisais fausse route, pourquoi cette trilogie était nulle. Il y a même eu des blogs qui étaient essentiellement consacrés au fait que je faisais n'importe quoi, que je volais l'argent, que je dépensais mal l'argent, que machin, enfin j'ai eu tout, hein, évidemment, dès que vous sortez un petit peu la tête et que vous êtes un peu précurseur dans un domaine, sur le transmédia on m'a embêté, sur le crowdfunding on m'a embêté, et je suis persuadé que si jamais demain j'ai la chance d'avoir un autre truc et que je le fais un peu avant tout le monde, eh ben on m'embêtera là-dessus, ça c'est normal, je le vois, hein, dès que quelqu'un essaye de faire des trucs un peu hors du commun, prendre un risque tout simplement, en général, si jamais le risque fonctionne, ça fait chier les gens, et les gens disent « Attends, là il occupe une place que j'aimerais bien occuper, allez, essayons de le détruire, et puis essayons de prendre un peu sa place et se caler là-dessus ». Ça c'est tout à fait compréhensible. Mais par contre, voilà, sur les choix scénaristiques, le fait de passer à un long métrage, ça a été catastrophique. Le fait de mettre un peu plus le background de l'univers, ça a été oh là là, une catastrophe. Là où ça allait mieux, c'est dès que je mettais un peu de combat. Dès qu'il y avait du combat, ça allait mieux, c'était oh c'est bon, j'ai eu mon combat Gaïa Omega-Zell, ah c'est bon, le film 3, la moitié du film c'est du combat, donc c'est bien, la série se termine bien, etc. Et puis, alors là je vous parle d'un petit groupe de personnes très virulents, la minorité bruyante, hein, mais la grande majorité, il n'y a qu'à voir les scores, hein, les scores sont monstrueux sur la trilogie. Et le crowdfunding qui a suivi a explosé le premier. Donc la vraie réponse, elle est là. Mais là, ce que je vous dis, c'est un peu le microcosme de l'impact psychologique de ces quelques messages-là. Moi, je me suis posé plein de questions pendant la trilogie. Et surtout, j'avais 3 films à faire.
Et quand vous voyez qu'un film, c'est à peu près 1000 heures de travail, minimum, mais à un moment donné, j'étais pas bien. Hein. J'étais pas bien. Je me sentais fatigué, j'avais mal au ventre. Je me disais, attendez, j'ai fait le premier film. Et il y a des gens qui me défoncent, mais j'ai qu'une seule envie, c'est revenir au format web-série, c'est de retourner dans ma zone de confort, quoi. Et puis j'ai 2 autres films à faire, je me sens pas la force de le faire, c'est super dur, j'ai pas envie de revivre ça, de me refaire démonter, je vais sortir le 2e film, etc. Et puis voilà, on sort le 2e film, et puis voilà, les gens commencent à s'y habituer, et puis le 3e film, et puis finalement, bah voilà, on se retrouve avec un grand Rex, avec une salle qui se lève et qui pendant 10 minutes font une standing ovation, des commentaires géniaux sur internet, et ouais, ça vous rebooste totalement, et puis alors, le crowdfunding qu'il y avait après. Mais tout ça pour dire que si vous êtes créatif, et que vous prenez un orage en pleine figure, bah, il faut écouter, en fait. Mais il faut aussi se protéger. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai peur, c'est que quand je me fais défoncer, mais vraiment, et que je me dis, mais les gars, laissez-moi aller au bout, jugez-moi à la fin, etc. J'ai tendance à avoir peur, si jamais j'arrête de lire les messages, de ne pas lire les messages constructifs des gens. Parce qu'on est une équipe. C'est-à-dire que je suis un créatif sur Internet, je suis indépendant, et en plus, je suis un mec qui a fait des crowdfunding. Ce qui veut dire que je suis un gars qui me repose sur ma communauté. Si jamais ma communauté demain décide de ne plus soutenir Noob, Noob est terminé. Alors, quand je dis terminé, c'est parce que je ne serai plus auteur, parce que je ne vendrai plus mes livres, parce que je ne vendrai plus de bande dessinée, je n'aurai plus de source de revenus. Parce que la web-série, je la fais bénévolement, hein. Même la trilogie, je l'ai faite bénévolement, et le jeu vidéo, je le fais bénévolement. Donc, les seuls moments où je gagne de l'argent, c'est quand je vends un livre, que ce soit un manga, que ce soit une BD, machin, etc. Donc, si jamais demain la communauté lâche Noob totalement, c'est fini. Je vais trouver un métier. Et si jamais je trouve un métier, je ne peux pas être parent et avoir un métier à plein temps et continuer Noob, c'est pas possible. Donc Noob, c'est terminé. Enfin, ce serait terminé si jamais un tel scénario arrivait. Donc, je ne peux pas, humainement, j'ai pas envie de ne pas écouter ma communauté. Pour le meilleur et pour le pire. Et c'est parfois difficile, parce que des fois, tu es crevé, tu es là, tu es épuisé, et tu viens de finir un bouquin, et tu es en train de faire les effets spéciaux, et à côté, tu as tes problèmes de la vie de tous les jours, et de l'autre côté, tu as des problèmes de santé, parce que tu sors pas, tu fais plus de sport, tu as mal au dos, tu as mal au ventre, parce que tu es tout le temps stressé, des fois, tu as envie de gerber, parce que tu as une pression pas possible, et tu te dis, mais attends, là, je dois livrer mon scénario à lui qui attend, et là, j'ai eux qui veulent que je fasse ça. Et là, il y a la communauté qui m'engueule parce que ça fait 2 mois que j'ai pas sorti d'épisode, etc. Il y a des fois où physiquement, je pense qu'il doit y avoir une sorte de burn-out, même si jamais, moi, ça s'est jamais traduit par un abandon. Mais des fois, physiquement, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes vraiment pas bien, vous prenez du poids. Du coup, vous bouffez la nuit parce que vous vous dites, ah, c'est bon, j'ai pas eu une seule minute de loisir aujourd'hui. Voilà, je me fais un petit plaisir et vous allez manger un truc, une connerie, et donc vous prenez du poids. Donc si vous prenez du poids, vous êtes encore plus mal. Et, enfin, c'est horrible. Et quand ensuite vous sortez un truc et que vous vous faites démonter dans les commentaires, c'est très difficile à vivre. Mais j'ai la chance d'être sur Internet depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis plus longtemps que la plupart de tous les influenceurs que vous connaissez. Hein. Les seuls qui étaient là avant moi, c'était de notre sphère geek, hein. C'était John Lang, c'était Rudy Pomarède, c'était Alex Pilot, c'était Davy Mourier, voilà. Donc si vous voulez, je me suis blindé depuis. Mais là où je voulais en venir, c'est que tout ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut passer par ces critiques négatives, négatives, violentes, je parle, hein, les critiques gratuites, méchantes, celles qui vous accusent de voler des choses, de pervertir l'univers noob, de ne pas faire comme ce que veulent les gens, de ne pas faire plus vite, de ne pas faire machin. Parce qu'il faut absolument pas rater les messages constructifs de ceux qui vous soutiennent vraiment. Parce qu'ils peuvent être déçus, les gens. Il peut y avoir quelqu'un qui vous adore, mais qui va poster un message comme ça pour vous dire à quel point vous l'avez déçu, c'est horrible, etc. Il y a même eu des vidéos de gens qui étaient profondément déçus. On est obligé de prendre en compte ce genre de choses par respect pour ces gens-là. Après, on en discute. Si j'ai encore l'énergie, etc., oui, on en discute. Je dis, oui, mais attendez, là, vous m'avez reproché dans le film, par exemple, d'avoir collé plein d'épisodes parce que c'est plein de scènes qui sont très courtes. Alors moi, j'explique. Oui, mais les lieux, on les avait qu'une journée. Donc en une journée, déjà, des fois, on a tourné 4 minutes, 5 minutes sur un seul lieu, c'est beaucoup déjà. 4 minutes, 5 minutes d'épisode sur un seul lieu, on est allé vite. Hein. Et
Et donc du coup, oui, au final, ça se termine avec un film où il y a plein d'unités de lieu et que c'est pas comme dans les films hollywoodiens où vous avez des fois une scène de 15 minutes qui se passe au même endroit. Bon, ben voilà, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas si grave que ça, etc. Ou alors, les combats sont pas assez travaillés. Là, on dit oui, par exemple, le combat d'Arthéon dans la fin du film, on avait les lieux qu'une seule journée, donc du coup, il a fallu que je trouve des solutions, parce que j'avais eu très peu mes 4 acteurs. Déjà à l'époque, Sparadrap était difficile à avoir, et donc du coup, je l'ai eu très peu de temps, donc il a fallu en très peu de temps tourner ce combat-là, et j'avais pas le même lieu à chaque fois. C'est pour ça qu'à un moment donné, Arthéon il passe à travers un mur, et puis qu'il se retrouve à 200 km de là, parce qu'on a tourné l'autre scène en Alsace, et puis machin. Et donc voilà, c'est plein de choses, du coup, on explique aux gens, on essaye pas de se justifier, de se comprendre. Et il y a d'autres critiques où j'ai pas de réponse, et là je dis, ah, il a raison, j'ai pas eu le recul nécessaire, et effectivement, il a tapé un point juste, ou alors, comme pour le Shonen Spirit et le transhumanisme, dire ah ouais, peut-être que j'en ai trop fait. Peut-être qu'à trop vouloir expliquer ça, peut-être que les gens se sont dit ah ouais, mais c'est un truc de premier plan, c'est venu de la science-fiction, c'est nul, etc. Je fais mais non, moi j'explique, je dis mais non, mais c'est pas plus fou que Maître Zen, que l'histoire de Maître Zen ou que le déficit d'inhibition latente de Spectre. Pourquoi est-ce que les gens d'un seul coup ils percutent? Et du coup je me dis ah, j'ai peut-être un peu trop mis ça en avant. Mais comme du coup moi je bosse sur 3 saisons et que je sais qu'ensuite on revient sur quelque chose de classique et que maintenant que c'est compris pourquoi est-ce que d'où puise la force, enfin d'où chacun puise sa force, maintenant que c'est compris, dans ma tête c'est bon, c'est digéré. En plus cet épisode-là, ce qui est bien, c'est qu'il expliquait bien ce que c'était le Shonen Spirit, c'est la dernière explication qui manquait. Maintenant on passe à autre chose. Mais du coup je comprends qu'à ce stade, donc je me dis ah peut-être que j'en ai trop fait, peut-être que j'aurais dû étaler ça, ou je sais pas, enfin, c'est difficile, on verra ça quand j'aurai fini toute l'histoire. Mais voilà, au moins je me pose les bonnes questions, et peut-être que ça va m'influencer dans la manière d'écrire les prochains épisodes, alors pas l'épisode 2, pas l'épisode 3 parce qu'ils sont déjà tournés, mais peut-être que je vais à un moment donné donner une clé qui va permettre aux gens de comprendre que, les gars, hop, redescendez, ne vous en faites pas, c'est pas si important que ça, c'est pas devenu de la science-fiction, c'est loufoque, c'est un peu clown de temps en temps, c'est un peu comme un animé japonais, oui, mais voilà, demain, les mecs vont pas se mettre à jouer par la pensée comme ça et à pirater les choses et compagnie. Par la pensée. Donc voilà, la réflexion n'est pas facile parce que j'improvise un petit peu et puisque le format veut que je puisse m'exprimer de manière un peu plus libre, mais j'espère voilà, avoir un petit peu fait le tour de ce qu'impliquent un peu les résultats et compagnie. Et je crois que je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais voilà, globalement, voilà, sur la saison 9, j'ai eu pas mal de retours de gens qui disaient qu'ils avaient préféré cette saison aux autres, qu'il y avait un truc qui avait un peu changé, qu'ils avaient bien aimé. J'ai beaucoup de monde, après il n'y a qu'à voir le nombre de vues qu'elle a fait, la saison 9, hein, et jusqu'à la fin en plus. Donc il y a quand même la base qui est toujours là. Sur la saison 10, les compteurs sont remis à zéro, il faut faire ses preuves. Premier épisode, bon voilà, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. On a eu ce petit tour de force qui consiste à faire venir des acteurs américains. Il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent pas, mais bon voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est un point fort, ça j'en démords pas, c'est un point fort d'avoir des acteurs américains, et d'avoir un acteur comme Pierre-Alain Garrigue, c'est un point génial. Donc on adhère ou on n'adhère pas, mais dans l'ensemble du projet, c'est un atout, ça donne vraiment du relief à l'univers, et ça aura des répercussions à l'échelle transmédia. Mais sur un épisode, oui, je peux comprendre qu'en termes de dosage, il y a des gens qui s'attendaient à autre chose. C'est noté. Après, le prochain épisode, là, on va revenir sur... c'est presque comme l'épisode 1 de Noob, plus drôle, mais c'est un clin d'œil à l'épisode 1, saison 1 de Noob. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont rigoler quand même, et qui vont peut-être être rassurés. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc tout ça pour dire que j'aime beaucoup discuter avec vous. De temps en temps, effectivement, il peut y avoir des orages quand on change de format, quand on prend des grosses décisions. J'en parlais hier, Astier s'est fait démonter quand il a changé son format et qu'il est passé de petits épisodes très courts, très humoristiques, à un format plus long et plus sombre.
Je me souviens, ça a été très violent pour Kaamelott. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient défoncé. Et pourtant, aujourd'hui, là, il diffuse 3 images de son futur film et la hype est absolue. Il y a des millions de vues et tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, je dis pas que l'auteur doit aller envers et contre tout, doit tenir le cap envers et contre tout. Il faut qu'il écoute quand même sa communauté. Mais la vérité d'un jour n'est pas forcément celle de demain. Et si j'avais dû écouter la vérité du premier film de la trilogie Noob, j'aurais jamais fait la suite de la trilogie, telle que vous la connaissez. Et je pense que ça aurait été dommage, parce que pour moi, la trilogie, c'est quand même... il y a des défauts, hein, plein de défauts, c'est énorme, mais à l'échelle de Noob, je pense que c'est un beau cadeau fait et au staff de Noob, parce qu'on s'est fait plaisir, et à la communauté de Noob, et elle mérite d'exister. J'écouterai toujours les critiques constructives, mais elles auront un impact, de l'ordre de la petite touche en plus, en fait. Il n'y aura jamais de revirement. Je ne vais pas faire comme Star Wars, la 3e trilogie, avec « Hey les gars, on va faire un film, on va mettre les anciens héros, et on va mettre des nouveaux héros, et on va faire tout pareil que Star Wars à l'époque pour essayer de contenter l'ancienne et la nouvelle génération avec une étoile noire, avec des rebelles et tout. » Et puis dès qu'on fait ça, les gens râlent et font « Oh là là, bon bah vite, les gens râlent, on va faire quelque chose, on va tout changer. On va faire Star Wars 8 avec un autre réalisateur qui va totalement balayer les codes de l'univers et qui va faire un truc totalement fou. » Et puis quand les gens sont là, ouais, c'est le pire Star Wars de tous les temps, c'est nul, c'est horrible et tout ça. Oh non, on rappelle le scénariste d'avant, et s'il te plaît, refais-nous du Star Wars, ressors-nous un méchant et fais des trucs Star Wars, hein, donc ouais, Palpatine, et puis machin et tout ça. Moi, je pense que les professionnels ont prouvé que c'était pas la bonne méthode. J'ai aimé, hein, quand même, je trouve ça sympa, mais voilà, c'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux tenir le cap, il vaut mieux écouter la communauté pour faire des petites touches affinées, mieux expliquer certaines choses, ou peut-être ne pas appliquer certaines idées secondaires, ou peut-être faire plus de ceci, plus de cela. Mais voilà, pas de revirement, il vaut mieux pas. Et puis surtout prendre du recul sur les messages. Mais pour pouvoir prendre du recul sur les messages, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai la chance d'être sur Internet depuis 20 ans, donc voilà, je suis plutôt blindé de ce côté-là, mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui finissent en burn-out à cause des messages. Moi, c'est plutôt un burn-out à cause de la charge de travail, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc, alors quand je dis burn-out, je ne suis pas en burn-out, hein, tout va bien, c'est juste que toutes les fois où c'est des passages compliqués, c'est plus parce que c'est à un moment donné où j'ai peut-être 3, 4, 5 deadlines qui se télescopent et qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages « Hey, vas-y, envoie-moi mon truc », et que je suis là, j'arrive pas. Et comme je ne veux pas bâcler, et comme je dis tout le temps, je préfère aller vendre des slips sales plutôt que de bâcler le moindre contenu. On aime ou on n'aime pas, mais j'ai toujours donné le maximum dans chaque ligne que j'ai écrit, dans chaque BD, dans chaque web-série, dans tout. J'ai jamais bâclé un effet ou quoi que ce soit, un effet spécial, en me disant « Ah, c'est bon, je suis fatigué, j'en ai marre, machin ». J'ai toujours donné mon maximum dans chaque truc. Donc je préfère prendre du retard, je préfère qu'on m'engueule parce que je ne livre pas quelque chose à temps, plutôt que de prendre du retard et de bâcler. Enfin, de bâcler, j'arrive plus à parler, voilà, je suis en burn-out, ça y est, adieu, je vais mourir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis encore merci, c'était plutôt sympa de partager ce moment hier avec vous sur le premier épisode de la saison 10 de Noob. Merci pour les commentaires positifs, parce que voilà, j'ai fait un effet loupe sur les quelques commentaires négatifs. Merci pour les commentaires négatifs constructifs. J'ai vraiment passé un bon moment à discuter avec vous. Merci pour tous les messages positifs. Alors là, on a été inondé de messages vraiment encourageants. Et ça booste bien, parce qu'on ressort, on a un bon sourire. Et puis voilà, bientôt pour la suite, qui je pense fera beaucoup moins de vagues, parce que déjà c'est plus un épisode 1 de saison. Et puis parce qu'on va revenir sur quelque chose d'un peu plus classique. Donc là, c'est déjà tourné, hein, c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que j'ai eu des messages. Ils sont montés, hein, les épisodes 2 et 3, c'est juste que j'ai pas fait les FX, ça va prendre pas mal de temps. Mais là, je sais par avance que ça va être un peu plus calme. On va juste me dire que les épisodes sont trop courts parce que, évidemment, ils font pas tous 13 minutes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, allez, bye bye.